C'est pour 4 jours une visite d'État dans le district des montagnes qui comprend les régions du Tonkoui, du Moyen-Cavali et du Guémon. Le récit avec Jérôme Kofi Abolin. C'est fait comme prévu. L'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, à Mans ce samedi 21 avril 2012 pour une visite d'État à compter de ce jour jusqu'au 24 avril 2012. Première visite du genre, c'est la grande région du Tonkoui, du Moyen-Cavali et du Guémon qui a donc l'honneur de l'accueillir, le président de la République ayant décidé qu'il en soit ainsi. Oui, merci, c'est content d'être là. Ma dernière visite ici, c'était en novembre 2010, entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Voilà, je suis là. Une visite dans le cadre de la réconciliation, elle vise surtout à ressouder le tissu social après la crise vécue par les Ivoiriens. La grande mobilisation des populations à l'arrivée du président Alassane Ouattara à l'aéroport de Mans n'est ni plus ni moins que la volonté exprimée pour s'inscrire dans ce temps. Pour ces populations de Mans, le district des montagnes doit servir d'exemple pour aller à la paix après avoir été l'une des régions à payer le lourd tribut de la crise. Après son arrivée à l'aéroport bourguigné de Mans, le président de la République a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville à Zélé, cérémonial exécuté par un détachement d'honneur des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le président de la République, happé par la foule en liesse, a procédé à Mans à l'inauguration de l'artère principale de la ville, baptisée avenue du président Alassane Ouattara. Viviane Aïma. L'entrée du corps dans la ville de Mans rendu par un détachement d'honneur placé sous le commandement du chef de bataillon Hubert Kakou. Sur l'hymne national exécuté par la musique de la garde républicaine dirigée par le capitaine Anigra, le président de la République a tout d'abord salué le drapeau national, puis il a passé en revue les troupes composées de 2 pelotons de la gendarmerie issus de l'école de gendarmerie de Torogué à Daloa et de 3 sections des forces terrestres composées des soldats du 2e bataillon d'infanterie. Après le cérémonial militaire, le cortège présidentiel a fait son entrée dans Mans, sous les acclamations d'un cordon humain massé tout le long du parcours jusqu'au centre-ville. Hommes, femmes, mais surtout les jeunes, force majoritaire de la nouvelle Côte d'Ivoire que veut bâtir le président Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire de nouveau prospère et résolument tournée vers l'ouverture et le progrès. Des jeunes qui, depuis l'avènement du président de la République Alassane Ouattara au pouvoir, redécouvrent les valeurs de travail et d'excellence au plus haut niveau de l'État et qui sont sortis massivement pour dire leur admiration à leur président. Au centre-ville, le président de la République a marqué un arrêt pour inaugurer l'artère principale de la ville qui vient d'être totalement réhabilitée. Ce qui démontre que les travaux de réhabilitation de la voirie entrepris par le gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara ne se cantonneront pas seulement qu'aux seules routes de la capitale économique Abidjan. Les routes des villes de l'intérieur du pays ne seront pas laissées pour compte. Ainsi, à la faveur de la visite d'État du président de la République à Mans, ce sont 2 artères qui viennent d'être réhabilitées. La 2e artère est celle qui va du stade au corridor de Biancouma, en passant par le quartier Libreville. Elle est longue de 3 km 500. Le président de la République a donc procédé ce samedi dès son arrivée à l'inauguration de la voie centrale de la ville de Mans, qui est désormais baptisée selon la décision de la municipalité avenue du président Alassane Ouattara. Avant de reprendre place à bord de son véhicule, le président de la République a pris un bain de foule à pied
sur une bonne distance le long de l'avenue qui désormais porte son nom. L'avenue du président Alassane Ouattara vient apporter un réel soulagement aux automobilistes de Mans, mais qu'en est-il des autres voies de Mans? Le constat de Viviane Aïma est que cette visite du président de la République fait naître de grands espoirs en ce qui concerne la réfection de toutes les voies de Mans. Au plan de la voirie, il y a tant à faire dans la ville de Mans. En effet, toutes les voies offrent la même image de route défoncée, où le goudron est devenu presque inexistant. Se déplacer en voiture dans la ville est pénible en raison des soubresauts constants auxquels sont soumis les véhicules. Et sans compter la forte poussière qu'en ces temps de sécheresse, chaque voiture qui passe fait monter. Une poussière ocre, latéritique qui rend l'air irrespirable. La réfection de la voie centrale à la faveur de la visite d'État du président de la République fait espérer que les voies secondaires de la ville seront elles aussi réaménagées. Et c'est le lieu d'oser cette remarque, à savoir que Mans dispose à profusion d'une richesse naturelle qui lui est particulière. Le granit de ces montagnes qui est de plus en plus exploité par ces populations pour les fondations des maisons. Mans pourrait devenir une si jolie ville touristique avec ses voies recouvertes de pavés en granit, et cela ferait en plus des routes durables. Avant le grand meeting qu'il a animé cet après-midi au stade Robert Léon, le président de la République a reçu les cadres du Tonkuy et du département de Quibli. Les échanges ont porté sur le développement de la région, mais également sur le processus de réconciliation nationale. Compte rendu à Ouattouré, Jean-Jacques Kwameala. Ce matin, l'activité économique s'est arrêtée à Mans. Le marché est sans vie, les gares routières aussi. Toute l'énergie et le dynamisme de la ville ont été consacrés à la visite du président de la République. Depuis 6 heures du matin, jour non ouvrable, les écoliers et les élèves ont revêtu leur tenue d'école. De tous les quartiers de Mans, ils ont convergé vers la place de la Paix pour faire partie de la haie humaine mobilisée pour l'accueil du chef de l'État. Je suis ici pour regarder le président de la République. Au-delà de l'accueil, nous souhaitons tout simplement que le président constate des visu, les efforts faits, n'est-ce pas, par ses collaborateurs ici dans cette région, mais également qu'il se rende compte des difficultés que nous avons. Hier, on a fait défi, on a mis nos camions dans la rue pour faire défiler, pour soulever la population, pour prouver à la population que nous, on est prêts pour accueillir le président et qu'on est très content pour l'arrivée de notre président. Les transporteurs de Mans et sa région s'étaient proposés de battre le record de mobilisation. Mission accomplie. Très tôt ce matin, les véhicules ont pénétré village, campements et hameaux pour faire venir les populations. Toutes les composantes du corps social se sont fortement mobilisées. L'émotion était bien perceptible sur tous les visages. Le grand jour, tant attendu, est enfin arrivé. Nous attendons depuis belle lorette cette rencontre avec le président. Le peuple attendait et aujourd'hui c'est effectif. Nous ne savons pas ce qui a amené donné le président à répéter la visite, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il nous a dit qu'il sera là. Effectivement, on l'attend. Depuis des années, rien n'a été fait à l'ouest. Et comme il a la solution, en nous rendant visite aujourd'hui, j'espère qu'il va nous laisser beaucoup avant de partir. L'effervescence dans la ville allait crescendo à mesure que s'égrenaient les minutes. En attendant, le bain de foule de l'hôte de la population du Tonkuy. Quelques instants auparavant, les populations massées le long de l'artère principale qui relie l'aéroport à sa résidence étaient gratifiées d'une parade de motos. Le spectacle était à son comble au niveau du marché. À quelques encablures de là, le stade Léon Robert, lieu du meeting, recevait encore du monde. On imagine aisément l'intérêt de cette visite à Mans du président de la République. Nous avons véritablement envie de venir en aide, mais nous sommes limités dans ce que nous faisons. Mais si nous recevons aussi de la part du gouvernement, du président de la République, nous saurons aussi comment aider nos femmes, les orphelins qui sont restés. On va aussi venir en aide de ces personnes-là. L'heure de la réconciliation a sonné définitivement.
Vous avez vu, vous avez remarqué que donc les Wobé, les Djoula, donc les Yakuba, on est tous ensemble. J'ai dit c'est ce mélange-là, c'est cette Macédoine qui fait la force de 6-7 de l'Ouest. Tout le monde s'accorde pour dire comment a gagné son pari en termes de mobilisation. Les populations de Mans attendaient de voir le président de la République. Alassane Ouattara est arrivé, elles l'ont vu, elles sont comblées. Maintenant, elles attendent des solutions. Rien que des solutions. Merci Eugène Atoubé. C'était l'ambiance qui prévalait ce matin à Mans. Je vous l'annonçais cela il y a quelques instants. Le président de la République a reçu en audience les cadres de Kouibli et ceux du Tonkui, compte rendu Jean-Jacques Kwame Alla et Awa Touré. Les cadres et la population de Mans, d'Anané, Zouawien, Biankouman et de Kouibli sont venus présenter au président de la République Alassane Ouattara leurs préoccupations et difficultés. Le porte-parole des 4 départements de la région du Tonkui, le ministre d'État Albert Mabry-Touakus, a relevé l'impact de la crise sur la région. Pour reconstruire le Tonkui, il préconise une intervention massive de l'État. En un mot, sur tous les plans, il nous faut reconstruire complètement notre région. C'est pourquoi, Monsieur le Président, comme doléance principale qui nous tient profondément à cœur, nous sollicitons que la région soit déclarée zone sinistrée et surtout que soit élaboré et mis en œuvre en sa faveur un programme spécial et urgent de reconstruction post-crise devant prendre en compte tous les secteurs et aspects du développement. Les chefs traditionnels de Kouibli, pour leur part, préconisent un pacte nouveau entre le président Alassane Ouattara et le département de Kouibli. Madame Traoré Kpayoro Pauline, porte-parole de Kouibli, a salué le chef de l'État pour avoir évité à la Côte d'Ivoire de sombrer dans le chaos. En quelques mois seulement de l'exercice du pouvoir d'État, nous avons découvert qui est Ado. Un bâtisseur. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous rendre hommage, parce que vous êtes un grand homme d'État, vous êtes un véritable disciple de Félix Houphouët-Boigny. Madame Traoré Kpayoro Pauline a remis au président de la République un condensé des préoccupations et des difficultés du département de Kouibli, tout comme le ministre d'État Albert Mabry-Touakus qui a donné au chef de l'État un document synthétique articulé autour de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Le président de la République a rassuré les populations du Tonkui et du département de Kouibli. Pour lui, toutes ces préoccupations sont prises en compte dans son programme d'urgence. Je ne vous décevrai pas. Retrouvons-nous pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a par la suite indiqué le président de la République. Je vous demande de vous réconcilier, de penser à votre peuple, à notre peuple, de penser à ce que vous avez fait ensemble par le passé. Parce que c'est comme ça que nous ferons de grandes choses pour notre nation, pour le futur. Et je voudrais vraiment compter sur vous. Le président de la République Alassane Ouattara a promis visiter avant la fin de son mandat toutes les 30 régions de la Côte d'Ivoire. Avant de vous proposer un extrait du grand meeting que le président de la République a animé cet après-midi au stade Léon Robert, retenez que la prochaine étape du chef de l'État dans le département, c'est le département de Toulepleu, situé dans le moyen Cavali, et puis à Zouidjaï, à la frontière libérienne. Le président de l'Alliance pour le changement, le député Soro Alphonse et d'autres leaders de jeunesse ont convaincu des réfugiés de regagner leur pays. Émotion et joie de retrouvailles, réconciliation et mobilisation des grands jours. Ce vendredi, à Zouidjaï, dernier village ivoirien du département de Blot-les-Quins, avant la frontière avec le Libéria. C'était en marge de l'organisation de la visite d'État du président de la République. Plusieurs leaders politiques de la localité sont allés accueillir leurs frères et sœurs réfugiés au Libéria voisin du fait de la guerre. Le député Alphonse Soro, leader de l'Alliance pour le changement APC, s'est rendu au bord du fleuve Cavali pour accueillir quelques réfugiés.
heureux de cet accueil fraternel et de la main tendue du président Alassane Ouattara. Madame Bloadé, départementale RDA de Bloléquin, M. Blé Guiraou de l'UDPCI, Yake Evaris, l'un des leaders de la galaxie patriotique, ont tour à tour annoncé la fin de la guerre et invité les réfugiés à revenir au pays et à tourner la page de la belligérance. En confiant les frères revenus au pays au chef du village, Alphonse Soro a clairement demandé aux forces républicaines de Côte d'Ivoire de rassurer les réfugiés et de travailler pour faciliter leur retour au pays. Le président de l'Alliance pour le changement est notre invité. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, Abiba. Comment avez-vous réussi à faire revenir, à convaincre ces Ivoiriens à revenir dans leur village? Bien, merci. Je voudrais indiquer que il est sûr de tous qu'à la faveur de la crise, beaucoup, n'est-ce pas, de nos compatriotes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire au Libéria. Et la visite d'État du président de la République est une occasion, n'est-ce pas, pour lancer des messages. Et il est évident que tout le monde s'attendait à cela. Cette visite-là, on savait qu'elle allait briser la glace. Briser la glace à l'ouest pour montrer à l'ensemble des populations ivoiriennes qui sont de l'autre côté que ici c'est leur pays et qu'elles peuvent revenir tranquillement. Je pense que la dynamique et les messages du président de la République nous ont aidés. Nous avons expliqué à nos parents, n'est-ce pas, des Zoudiaïs, pour la plupart, qui sont de l'autre côté du Cavali, c'est-à-dire en territoire libérien, qu'il était temps de revenir parce que la guerre était derrière nous et que l'arrivée du président de la République à l'ouest symbolisait la fin définitive de la crise et, comment on appelle ça, il allait inviter les populations à s'inscrire dans la dynamique de réconciliation et de reconstruction du pays. J'avoue que ça n'a pas été du tout aisé parce que beaucoup de motivations sont données, mais je vous assure que c'est avec conviction que ces populations sont revenues et la dynamique va continuer. C'est pour dire que la visite du président de la République a commencé déjà à faire les effets. Comment ont-ils été accueillis? Comment va se dérouler leur réinsertion? Écoutez, je pense que la première des choses, c'est d'abord de convaincre nos parents qui sont au Libéria. Parce que beaucoup ont encore la peur. Beaucoup pensent aux représailles ou même à des vengeances. Nous avons réussi à expliquer à ces personnes qu'il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de place, pardon, pour la vengeance avec Alassane Ouattara. Il n'y a pas de place pour les représailles avec Alassane Ouattara. Il faut que ces populations, qui sont, n'est-ce pas, des Ivoiriens, reviennent chez eux, à la maison. Et c'est ici, n'est-ce pas, que leur avenir se trouve. Nous avons fait le minimum qu'on pouvait, mais il y a tout un processus de prise en charge, n'est-ce pas, de toutes ces populations qui sont qui est mise en place aussi bien par les organisations donc humanitaires que par les autorités elles-mêmes. Et je pense que le président de la République soutient tous ceux qui rentrent de la Côte d'Ivoire. Ce qui était important, c'est que nos parents de là-bas sachent qu'ici il n'y a rien. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères qui étaient au Libéria, qui sont rentrés, d'autres étaient au Ghana. Evaris Yake est ici, il est rentré du Ghana, il n'y a pas de problème. D'autres, n'est-ce pas, Ivoiriens qui étaient à l'extérieur sont en train de rentrer. Nous allons, et c'est justement notre travail, les aider, les prendre en charge et les aider à se réinstaller. Et je pense que l'État fait déjà suffisamment assez dans ce cadre-là. Donc, si vous avez un dernier mot. Je voudrais dire que, au-delà, n'est-ce pas, de cette action qui a consisté à faire revenir certains de nos frères qui sont au Libéria, la visite d'État du président de la République à l'Ouest était un enjeu de taille et un enjeu particulièrement pour nous les jeunes. C'est pour cela qu'avec d'autres leaders de la jeunesse, tels que Evaris Yake, tels que Nguessan Kofi Jérôme qui est ici, le président de la Fédération nationale de la jeunesse communale, et bien d'autres leaders de la jeunesse, nous avons entrepris depuis plusieurs semaines des missions de sensibilisation des jeunes. Mais je le précise, c'est pour la plupart les jeunes de l'opposition que nous tentons de convaincre, de sensibiliser sur la nécessité et l'importance d'une visite d'État. Nous leur avons expliqué qu'il ne s'agit pas de la visite d'un président des partis politiques, il s'agit d'une visite d'État. C'est un acte hautement républicain et il fallait amener l'ensemble des jeunes à s'inscrire dans la dynamique de mobilisation
et n'est-ce pas, donc pour accueillir le président de la République. Je pense que le message a été bien perçu dans l'ensemble des localités que nous avons parcourues, et vous pouvez le noter, l'ensemble des fédéraux GFPI et toutes les jeunesses communales qui ne sont pas des militants du RDR ou du PDCI, aujourd'hui sont dans l'ensemble des comités d'organisation, sont impliqués dans les préparatifs de l'arrivée du président de la République. Et je pense que c'est un pas important et des messages extrêmement sensibles pour ceux, n'est-ce pas, qui sont encore à l'extérieur ou pour ceux qui croient encore que la belligérance a droit de citer. Voilà, merci Président. Je recevais le député Sora Alphonse, il est le président de l'Alliance pour le changement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le président de la République sera demain dès 9h, donc à Toulopleu, où il va visiter l'hôpital général avant d'animer un grand meeting. Et nos équipes de reportage et de direct seront sur place. Retour à Mans au meeting du président de la République. Le clou de cette première étape de la visite d'État du chef de l'État à l'Ouest a été sans nul doute le gigantesque meeting qu'il a animé cet après-midi au stade Robert Léon. Le président Alassane Ouattara, dans un discours chargé d'émotion, a supplié tous les Ivoiriens à aller à la réconciliation. Un extrait. Et la Côte d'Ivoire a été brisée. Nos cœurs ont été meurtris. Les années passées ont été difficiles pour chacun de nous. Nous avons souffert. Chacun a souffert à sa manière. Malheureusement, certains de nos compatriotes et certains habitants de ce pays ont même perdu la vie. Ces moments ont été terribles. La Côte d'Ivoire doit se dire, nous Ivoiriens, nous devons nous dire, plus jamais ça. Plus jamais ça dans notre chère Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit vivre rassemblée. La Côte d'Ivoire doit vivre unie. La Côte d'Ivoire doit vivre dans le bonheur et non pas dans le meurtre. J'en appelle à vous. C'est mon appel de main. De pardonner. D'accepter de vous pardonner les uns les autres. De nous rassembler. De nous réconcilier, de nous dire que nous avons un grand pays, nous avons un beau pays. Ce pays est l'un des moteurs du continent africain. La preuve, mes pères de la CEDEAO m'ont demandé de prendre la direction de la CEDEAO. Pourquoi? Ce n'est pas pour ma personne, c'est pour vous, c'est pour nous Ivoiriens qui l'ont demandé. Donc nous avons une obligation. Non seulement de faire mieux pour nos enfants, mais de faire mieux pour notre sous-région, de faire mieux pour le continent africain. Nous devons donner plus de fierté, nous devons donner plus de vision à nos jeunes, plus de possibilités, pour que chaque Ivoirien se dise, je reste chez moi en Côte d'Ivoire parce que je sais que j'ai un avenir dans mon pays. Je sais que je vis dans un pays démocratique. La démocratie, ce n'est pas seulement le jour de l'élection, c'est pour toujours la démocratie. Nous devons exercer la démocratie de manière quotidienne. Nous devons faire en sorte que l'état de droit soit respecté, que nul ne soit dépouillé de ses droits. Et je peux vous dire, et je le dis à nos frères qui sont en exil, rentrez au pays. Rien ne vous arrivera si vous n'avez rien fait contre la loi. Je vous demande de rentrer au pays. Rien ne sert de rester à l'extérieur. Rentrez au pays, il y a des opportunités. Voilà. Le chef de l'État a également décliné ses projets. Pour la ville de Mans, il promet régler définitivement d'ici la fin de l'année le problème d'eau potable. Il promet également de mettre fin au délestage dans la région. Le compte rendu complet de Jérôme Kofi à Bolin dans nos éditions de demain. Je le disais tout à l'heure, après Toulopleu, donc Blot-les-Quins, selon le programme officiel, est la seconde étape de la visite du président de la République dans la région du Guémont. Demain dimanche, les populations attendent énormément de cette visite, d'autant plus que la ville a été durement touchée par la crise post-électorale.
Bleu-le-Quin un an plus tôt et Bleu-le-Quin aujourd'hui, deux réalités profondément différentes. On est tout de suite frappé par la présence massive de population et le dynamisme de l'activité économique. Pourtant, l'administration dont la présence a favorisé ce retour à la normalité est encore vautrée dans ces problèmes. Les résidences ont été réhabilitées et les équipements restent à pourvoir. Quant au bureau, rien n'a encore été fait. Les hôpitaux ont été réhabilités, quelques routes ont été reprofilées, mais beaucoup reste à faire. Et nous pensons que l'arrivée du président de la République pourra booster les choses. Depuis quelques temps, nous sensibilisons les populations pour qu'une visite vraiment à la dimension de l'homme d'État soit réservée au président de la République. Donc voilà un peu les choses dans lesquelles nous nous trouvons. Chaque jour, les sous-préfets sont assaillis par les populations. Celui de Bleu-le-Quin et son collègue de Doké, avec qui il partage les mêmes locaux, logés à son domicile. Ce sont principalement des litiges et conflits fonciers qui constituent l'objet de ces rencontres. On ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas d'où ils viennent. D'autres même rentrent en brousse, sans l'autorisation du chef, sans même l'autorisation des jeunes, ils rentrent en brousse et défrichent la forêt. Je ne veux pas laisser les jeunes aller contre eux, là c'est pour refaire encore un autre conflit. Or maintenant, nous ne voulons pas le conflit en Côte d'Ivoire, principalement à Bleu-le-Quin, parce que Bleu-le-Quin a été trop touché par la guerre. Les autochtones ouais de Bleu-le-Quin font savoir que chaque jour, les contingents d'allogènes et allochtones débarquent pour s'installer dans les forêts. À ce jour, aucun affrontement majeur n'est survenu. Le comité départemental de réconciliation et de paix arrive à calmer les ardeurs pour amener les partis à privilégier la voie du règlement pacifique. Nous avons, à partir de la loi de 1998, réactivé les comités de décision foncière rurale pour que vraiment, entre les populations d'abord, ça se passe très bien. Les conflits naissent autour des villages d'abord. Or, si les comités de décision foncière sont créés et travaillent, je pense que déjà c'est déjà une source de cohésion. De nombreux déplacés et réfugiés de retour dans leurs villages respectifs disent être victimes de cette présence des chercheurs de forêt, avec pour autre conséquence l'invasion de la forêt classée du Guindébé. Aujourd'hui, Bleu-le-Quin est en proie à une forte pression foncière qui met la population en état de méfiance réciproque. Un défi pour le comité Paix et Réconciliation de Bleu-le-Quin. Le chef de l'État sera demain à la préfecture de Bleu-le-Quin à partir de midi et il va animer un meeting à 14h dans cette ville. Dernière étape de cette journée marathon de dimanche, c'est Guiglo et les commissions chargées de l'organisation sont à pied d'œuvre. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé dans son reportage. Petit comité d'accueil à l'entrée de la ville de Guiglo réservé au ministre Marout Ouakus lors de son dernier passage dans cette ville. Les femmes d'une association de soutien aux actions du président Alassane Ouattara ont laissé voir leur capacité à se mobiliser. Un indicateur, certes, mais dans la ville, on est loin de l'effervescence populaire et de l'enthousiasme généralisé que devrait générer cet événement grand et historique. Pour autant, il n'échappe à personne, comme ici, sur la place au Fort-Boigny, où l'on prépare le site pour le meeting. L'arrivée du président à Guiglo, pour moi, c'est une joie et ça confirme la fête totale. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous avons vécu des moments pas possibles, vraiment. Parce que quand la crise a commencé, nous étions quelque part, nous avons abandonné les maisons, les études. Et aujourd'hui, le président a dit je saurais que peut-être que nous aurons la paix que nous voulons. À son passage à Guiglo, le ministre Marout Ouakus a échangé à la préfecture avec le préfet de la région, de Cavali et tous les responsables de commission. Une réunion à laquelle ont pris part les chefs de communauté, assurés d'obtenir les moyens prévus pour jouer leur partition. En retour, ces chefs donnent l'assurance que c'est unis et engagés dans le vivre ensemble que les populations de Guiglo vont accueillir Alassane Ouattara. On te dit grand merci au président qu'il a passé à l'ouest comme il a choisi à Guiglo. Vraiment, c'est notre grande joie. Nous les chefs, on a tenu une réunion sur une réunion, mobilisé tous nos peuples pour accueillir le président avec notre bon cœur. Nous sommes très heureux. D'arrache-pied, on a réuni tous les chefs de tous les contrées
pour que son arrivée soit un succès. Succès. Nous sommes très contents. Il est même fils de chef, le président. Donc, il peut compter sur tous les chefs. La population, c'est nous le socle. Donc, on a la population en main, afin qu'il soit le fils le plus aimé du moyen cavalier. Sur le terrain, les responsables de commission laissent entendre qu'ils attendent encore les moyens, et sur la question, un appel avait été lancé au cadre de la région du Cavalier pour contribution. L'écho, selon le ministre Maboutou, ce serait favorable. Ce qui paraissait obstacle est aujourd'hui levé et Guiglo, qui compte bien réussir à l'accueil du président de la République, poursuit ses préparatifs. C'était le journal spécial consacré à la visite d'État du président de la République à l'Ouest. On se retrouve demain à 20h. À vous, Abidjan. Merci à vous, Abiba Dambélé, et à demain pour d'autres temps forts. Rappelons que cette visite d'État du président Alassane Ouattara prend fin le lundi prochain à Diokoué. La réconciliation, l'insécurité et le développement de la région du Tonpi sont les dossiers que le président de la République aura à gérer pendant son séjour dans l'ouest de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité. Les comptes de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, ont été dégelés. Les prestataires médicaux pourront toucher leur chèque dès ce lundi 23 avril prochain. L'annonce a été faite par le président du comité de gestion. Bamba Karim a également annoncé l'audit de cette mutuelle vieille de plusieurs décennies. Pour en savoir davantage, suivons ce compte rendu signé Sylvie Touré. Le comité de direction au grand complet ce samedi matin. Pas de répit donc pour les nouveaux dirigeants de la MUGEFSI. La nouvelle est bonne ce matin, les comptes de la mutuelle sont dégelés, partenaires médicaux et mutualistes peuvent être rassurés. Je puis rassurer tout le monde, dire que depuis le jeudi, les comptes sont dégelés et que les prestataires de santé peuvent entrer en possession de leur chèque dès ce lundi 23 avril 2012. Je voudrais profiter pour rassurer les mutualistes, pour leur dire que tous les services de la MUGEFSI sont fonctionnels, aussi bien au niveau du siège, au service médical et que dans les délégations régionales de l'intérieur du pays. Ils peuvent venir voir leurs services, le personnel mobilisé les attend. La situation se normalise donc à la MUGEFSI, à en croire le président du comité de gestion. Bamba Karim ne s'arrêtera pas là, il promet un audit de la structure. Il y a une gestion passée qui a eu les résultats qu'il a pu avoir, mais je voudrais annoncer que des audits sont en cours et très rapidement la nation ivoirienne sera informée des résultats de ces audits. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire est sous gestion provisoire depuis plus d'une semaine. Une décision du gouvernement pour mettre fin à la crise de leadership qui a secoué la structure pendant plusieurs mois. Parlons maintenant de prévention. Les grandes pluies en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. On prend donc des précautions. Le ministre chargé des infrastructures économiques a voulu constater l'état d'avancement des travaux effectués sur la voirie de Cocody, Angré et Mahou, route du Zoo. Noël Niagno. Après la résolution de l'équation de l'eau potable, place maintenant la facilitation de la circulation dans les quartiers de Cocody, Angré et environ. Là, c'est un nouveau carrefour avec des dispositions singulières. Patrick Hachi se fait expliquer les précautions prises. Plus loin, le pont reliant les 7, 8 et 9e tranches. La traversée se fait à pied, comme pour compter le temps d'attente des usagers et leur dire que c'est désormais du passé. D'autres travaux attendent d'être achevés. Le délai fin mai, avant les grandes pluies de juin. Les travaux sont largement avancés. Le prolongement Latri à Bobo Baoulé et Mahou route du Zoo. L'espoir est donc permis. Au niveau de la voie Mahou route du Zoo, les riverains sont inquiets. On s'est déjà réunis ici dans le quartier pour demander à ce qu'on mette des alarmes couchées pour freiner les ardeurs des chauffeurs de Wourawara. Déjà, quand la route n'était pas bitumée, il fallait voir les rallyes qui le faisaient ici. Et nous avons exprès 7, mais ça traverse une agglomération. Il y a de chaque côté des écoles, des mosquées où les gens traversent.
Alors, qu'on nous prévoit des travaux. Le ministre des Infrastructures économiques explique et rassure. De nombreuses habitations ont été au-delà des limites normales de leur titre. Quand on fait le calcul sur des voies comme ça, on le fait en fonction de l'emprise réservée à la route et puis de la circulation qu'on va avoir, qui doit permettre d'évacuer effectivement le trafic. On a heureusement les voies qui permettent de faire le drainage des eaux pluviales, les caniveaux d'assainissement qui permettent quand même de marquer la limite, mais pour éviter que les véhicules ne circulent à des vitesses trop rapides, compte tenu de la densité de population, on mettra des limiteurs de vitesse. Un vaste chantier de réhabilitation des infrastructures routières sera ouvert d'ici peu, a indiqué Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques. Il a aussi révélé à la presse qu'il promet un nouveau visage d'Abidjan à la rentrée prochaine. Un séminaire international sur les systèmes d'information sur le marché du travail a réuni des responsables de la mairie du Plateau et des partenaires péruviens, italiens et marocains. Demain, vous aurez le compte-rendu de Lassina Ouattara. Le gouverneur du district d'Abidjan a échangé avec le ministre des Ressources animales et halieutiques. Les échanges ont essentiellement porté sur l'organisation et le fonctionnement de l'abattoir de Port-Boué. Le compte-rendu de Thomas Guessambi de RTI 2. Dans quelques semaines, les travaux de réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué vont connaître leur achèvement. Une fois achevé, le district d'Abidjan veut s'assurer de quelques garanties, notamment la qualité du personnel, la qualité des installations et surtout la qualité du produit servi. Ces exigences ont fait l'objet d'un échange entre le gouverneur du district d'Abidjan et le ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministre et nous avons convenu de prendre toutes les dispositions pour que les Ivoiriens aient toujours une viande de qualité. Malgré les gros travaux qui sont en cours, nous stabilisons les taxes et nous faisons en sorte que les Ivoiriens aient une viande de qualité. Pour le ministre Adjoumani, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner le district d'Abidjan dans sa volonté d'offrir aux Ivoiriens un service de qualité qui tienne compte de la cherté de la vie. Il est socialement dangereux de disposer d'un aussi bel abattoir sans moyen de faire venir chaque fois des animaux. Et donc il faut d'abord de l'approvisionnement parce que quand le marché est bien approvisionné, ça fait que le coût de la viande chute. Et nous profitons pour lui dire merci. Nous souhaitons aussi qu'il puisse maintenir la part à ce niveau-là. L'échange entre les deux hommes s'est déroulé en présence du maître d'œuvre de cette réhabilitation et du tout nouveau directeur des abattoirs et de l'hygiène alimentaire. Question pour eux d'avoir certainement une idée de la tâche à accomplir pour le bonheur des Ivoiriens. Comme annoncé dans les titres en France, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle a pris fin hier à minuit. Au total, 10 candidats, dont 2 considérés comme favoris, se présentent à ce premier tour de l'élection prévue pour demain dimanche. Ils sont 10 à se présenter à la présidence de la République, 3 femmes et 7 hommes. Dimanche, les Français votent pour le premier tour, seuls 2 candidats resteront ensuite dans la course. 5 semaines de campagne, de meetings, de discours et de shows pour les 2 favoris. Nicolas Sarkozy, le président sortant. J'ai besoin que vous rassembliez toutes vos forces pour la France. Et François Hollande, le candidat du Parti socialiste. Je considère que c'est dès le premier tour que les choix doivent se faire. Mais ils n'ont pas été les seuls à occuper la scène. 2 nouvelles têtes ont fait longuement parler les commentateurs. Marine Le Pen a pris la suite de son père Jean-Marie comme candidate du FN, le parti nationaliste. Également dans sa première campagne, Jean-Luc Mélenchon veut rassembler les forces à la gauche de la gauche. En revanche, le centriste François Bayrou peine à retrouver sa place de 3e homme. Pour ces 5 candidats, les intentions de vote dépassent les 10% et approchent pour les 2 favoris les 30%, ce qui laisse peu de place pour les autres. Pour tous les candidats, il a fallu faire des propositions économiques, dette, chômage et crise de l'euro au programme. Si je suis demain le président de la République, il y aura une renégociation du traité, que l'austérité ne sera pas la seule norme, la seule règle, que la croissance sera portée. François Hollande propose également de miser sur l'éducation et de taxer les hauts revenus.
À droite, Nicolas Sarkozy a fait sa campagne sur la réduction des dépenses publiques et le contrôle de l'immigration. Si les frontières extérieures de l'Europe ne sont pas protégées contre les concurrences déloyales, contre les dumpings, contre l'immigration incontrôlée, alors il n'y aura pas de modèle français. Et il n'y aura plus de civilisation européenne. Cette campagne a pris une tournure inhabituelle, suspendue fin mars après une série d'assassinats antisémites et contre des militaires. La question du terrorisme a surgi dans les débats et dans les médias avec une vague d'arrestations spectaculaires dans les milieux islamistes. Au terme de cette campagne, 60% des Français l'ont jugée décevante. À la veille du scrutin, un quart des électeurs restent indécis. La France n'est donc pas à l'abri d'une surprise à la sortie des urnes dimanche soir. C'est la fin de ce 20h consacré en partie au temps fort de la première étape de la visite d'État qu'effectue depuis ce matin le président Alassane Ouattara à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Rappelons que cette visite d'État du président Alassane Ouattara prend fin le lundi prochain à Diokoué et que la réconciliation, l'insécurité et le développement de la région du Tongouyé sont les dossiers que le président de la République aura à gérer pendant son séjour dans l'ouest de notre pays. Pour le dernier journal, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngouran. Bonne suite de programme sur RTI 1. Portez-vous bien.